Bonsoir maître, bonsoir à toutes et à tous. Le thème que tu m'as demandé de traiter, c'est celui de l'état de droit en question. L'état de droit en question, c'est un sujet qui est important pour nous en ce moment, puisque quand on parle d'état de droit, on parle des principes qui sont fondamentaux, comme la primauté de la loi, on parle de l'indépendance de la justice, on parle du respect des droits de l'homme, on parle de la séparation des pouvoirs et on parle aussi du fait que chaque citoyen, chaque institution, chaque bonhomme qui vit dans nos pays doit être soumis aux mêmes lois pour assurer justement non seulement une gouvernance équitable et juste, mais aussi un accès équitable et juste aux biens publics. Et donc l'importance de l'état de droit, c'est une question qui ne peut pas être sous-estimée, puisque quand on parle d'état de droit, on parle de la protection des droits fondamentaux, on parle de la prévention des abus de pouvoir, on parle de la promotion de la justice et de l'égalité, on parle du renforcement, bien sûr, de la démocratie, on parle aussi du renforcement de la gouvernance ainsi que de la participation des citoyens à la gestion de la chose publique d'une certaine manière. Alors, je vais prendre une approche rapidement historique et évolutive en rappelant que l'état de droit sur notre continent peut normalement être marqué par plusieurs étapes. On peut parler de la période d'avant la colonisation avec des systèmes de gouvernance qui étaient basés sur des structures traditionnelles et coutumières dans les sociétés sans État. On peut aussi parler des sociétés hiérarchisées, comme par exemple les royaumes sahéliens, où on avait un système étatique qui fonctionnait de manière centralisée dans les royaumes sahéliens, le royaume du Congo par exemple, ou même l'empire d'Abyssinie. Euh, on peut aussi rappeler que l'arrivée de la colonisation va introduire des systèmes juridiques européens qui vont perturber les structures locales existantes en supprimant bien souvent de manière brutale les structures existantes et puis en créant des défis supplémentaires pour l'établissement d'institutions étatiques solides. Après les décolonisations, eh bien, la formation de nos nouveaux États va aussi créer de nouveaux problèmes. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Moi, je vais davantage parler de la construction de l'état de droit aujourd'hui et surtout l'existence de l'état de droit qui est souvent remise en question. Je voudrais juste rappeler ici quelques faits qui sont qu'on doit toujours rappeler. Dans les États du Sahel, par exemple, ces États couvrent des superficies qui sont immenses. La superficie moyenne des États du Sahel, c'est 819 195 km². J'ai plus le temps de calculer pour voir. Si on prend l'ensemble des pays du Sahel, on a une superficie moyenne par État de presque 1 million de km². C'est une étendue géographique qui est immense et qui rend difficile la gestion et la prestation des services publics sur l'ensemble de ce territoire, et particulièrement ce qu'on appelle les zones rurales éloignées. En réalité, dans le Sahel, tout est éloigné de la capitale, en règle générale. Et on va prendre un indicateur clé comme l'accès aux services de santé. Le taux moyen d'accès à un centre de santé dans les États du Sahel, je parle spécifiquement du Sahel, c'est, on va dire, à peine 40% de la population, c'est seulement 40% de la population qui a accès à un service de base, en fait. Ça signifie que la majorité de nos citoyens euh, n'a pas du tout accès à des soins de santé. C'est pareil pour l'état civil. Si on prend l'état civil, le taux moyen d'enregistrement à l'état civil dans le Sahel, c'est environ 56%. Euh, Ça signifie qu'une personne sur deux n'a pas de document d'identité officielle. Et ça, c'est vraiment, j'ai pris la moyenne, hein, en règle générale, parce que dans d'autres pays où c'est avancé, dans la majorité d'entre eux, bah, c'est même pas 50%. Et si on parle de l'éducation, on a aussi un accès extrêmement limité. Et quand on parle des infrastructures routières, par exemple, euh, c'est même hallucinant. Le linéaire moyen en termes de route est de 0,02 km de route par kilomètre carré dans le Sahel. Ça signifie que les réseaux de transport sont sous-développés ou inexistants, ce qui rend difficile le déplacement des biens et puis des personnes. Et donc, quand on parle d'État, il faut se rappeler que les gens ont besoin aussi de voir l'État. Or, l'État, on ne le voit pas. Et notre indicateur, c'est le coefficient Gini en Afrique, avec un coefficient
Ce coefficient Gini mesure les inégalités de revenus dans un pays où 0 va représenter une égalité parfaite et 100 une inégalité maximale en général. Et en Afrique, ce coefficient va bien sûr varier d'un pays à l'autre. Mais si tu prends par exemple l'Afrique du Sud, on tourne autour de 63, la Namibie 59. On va parler par exemple l'Afrique subsaharienne en moyenne, c'est entre 43 et 45. Et donc pour l'ensemble de notre continent, ce coefficient montre qu'il y a des inégalités des inégalités de revenus qui sont quand même hallucinants. Et ça se traduit par un nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté qui est énorme. On a plus de 422 millions de bonhommes dans le continent, d'après la Banque mondiale, qui vivent avec moins de 1,90 dollars par jour. Et là même, la Banque mondiale, en fait, je dirais, elle est généreuse en réalité. Parce que quand on voit que une bonne majorité des familles sur le continent vivent avec moins de 1000 dollars par an, ça, ça vous dit en fait où est-ce qu'on se trouve en termes d'inégalité. Donc, alors, on est un continent qui est extrêmement inégalitaire. Euh, et ces indicateurs, en fait, montrent que à l'extérieur des villes, et spécialement à l'extérieur des capitales, euh, nous avons des superficies, si tu veux, qui ne savent pas, des espaces qui ne savent même pas que l'État existe. Donc pour les citoyens et j'utilise même le mot population au lieu des citoyens, parce que la majorité d'entre eux n'ont pas accès à l'état civil. Donc du coup, c'est pour ça que les Africains aiment souvent parler de population au lieu de parler de citoyens. Quand on parle de population, techniquement parlant, puisqu'il n'y a pas d'état civil, ça veut dire que pour ces personnes, l'état, il existe de manière théorique. Souvent, ils n'en ont même pas entendu parler. Il n'a aucun impact, en fait, sur leur quotidien. Or, la construction de l'état de droit, en fait, ça veut dire tout autre chose. Nos pays sont confrontés donc à ces inégalités qui sont énormes, mais en plus de ça, il y a des instabilités qui sont souvent exacerbées par, bien sûr, le changement climatique. Tout le monde le rappelle en ce moment. Des instabilités politiques, des instabilités des institutions. Il y a la corruption, il y a le clientélisme qui va détourner les ressources publiques pour des intérêts privés. Mais tout ça, c'est la présentation classique. Maintenant, on va essayer de regarder les choses un tout petit peu plus en détail. Alors, un État, il existe et il est fonctionnel que s'il est ressenti par les citoyens. Autrement dit, la présence de l'État doit être ressentie à travers la présence effective des services publics, du système éducatif, d'un système de santé, des services de police pour assurer la sécurité. Dans la majorité des cas, il n'existe, ces services n'existent pas à l'extérieur des grandes villes. Il n'existe pas, ce qui fait que la majorité de nos citoyens ne sont même pas connus par les administrations. Alors, est-ce que l'État de droit peut véritablement fonctionner si l'État ne connaît même pas ses citoyens? L'absence d'état civil, c'est un très bon exemple. L'absence d'infrastructures publiques, l'absence de sécurité, l'absence de protection sociale, tous ces facteurs rendent difficile, voire impossible, je dirais, la pratique de l'état de droit aujourd'hui. Parce que tout le monde parle de justice, de démocratie, d'élection, mais on a des citoyens qui sont fantômes. Et d'autre part, sur le plan institutionnel, la capacité, l'indépendance et la capacité du pouvoir judiciaire que tout le monde appelle de ses voeux, cette indépendance, cette capacité, elle va être compromise par des pressions politiques, mais aussi surtout le manque de ressources. La démocratie est censée être portée par le peuple qui va commander aux politiques publiques et aux décisions politiques d'intérêt national à travers le Parlement. Or, le Parlement manque souvent de pouvoir réel et de contrôle sur l'exécutif lui-même. Et le manque de transparence et de responsabilité va rendre difficile justement de tenir les dirigeants responsables de leurs actions. Parce que ces dirigeants qui sont élus, souvent, on se demande même s'ils sont élus. Euh, on peut, par exemple, prendre le fait que les élections sont effectuées par des citoyens qui n'existent même pas en réalité, puisque l'état civil n'existe même pas. Tu vois, donc il y a énormément de problèmes quand on parle d'état de droit. Moi, j'aimerais vraiment aller dans les détails. Alors, pour surmonter ces défis, souvent, il y a eu plusieurs approches, puisqu'on parle de construction.
qui ont été envisagées. On va parler de renforcer l'indépendance judiciaire en garantissant la liberté et l'impartialité des juges. On va aussi ajouter que la promotion de la transparence et de la responsabilité doivent être réalisées en établissant des mécanismes de surveillance et de reddition de comptes. Et puis on va aussi ajouter que la décentralisation ou l'autonomisation locale vont permettre une gestion plus proche des citoyens en déléguant des pouvoirs à des élites locales ou bien à des gouvernements locaux. Mais dans la pratique, comment est-ce qu'on peut réussir à créer une justice indépendante quand l'État n'a même pas les moyens de se déplacer au-delà des grandes villes et au-delà des capitales? Comment est-ce qu'on peut réussir à créer un système de reddition des comptes quand le citoyen n'a pas de prise réelle sur les personnes qui sont censées le représenter? Et comment est-ce qu'on peut décentraliser de manière effective quand le système central lui-même a encore du mal à fonctionner, y compris au niveau des capitales, faute de moyens financiers, faute aussi de moyens humains, ou tout simplement parce que, aux yeux des élites, le citoyen lui-même n'existe pas. Il y a énormément de projets de renforcement de capacités, par exemple, le renforcement de l'état de droit, qui tentent de mettre l'accent sur le renforcement des capacités des acteurs judiciaires, des acteurs administratifs, qui sont essentiels, nous dit-on, pour améliorer les compétences et les connaissances des fonctionnaires. On a aussi souvent entendu dire que la sensibilisation, parce que souvent j'entends parler de ça, l'éducation citoyenne doivent être promues pour encourager une culture de la légalité ou de la participation. On a aussi beaucoup écrit sur comme quoi il est important de soutenir les médias indépendants, les sociétés civiles pour créer un espace de dialogue et de critique constructive. Mais toutes ces propositions, toutes ces actions vont buter systématiquement sur les mêmes défis, qui sont les défis de la pauvreté, les défis de l'incapacité de l'État à se déployer sur son propre territoire, et puis bien sûr le défi de l'instabilité, de la très grande instabilité politique. Donc, il y a eu ici et là même des coopérations avec la Banque mondiale, par exemple, les Nations unies, pour essayer d'apporter un soutien technique aux États. Mais on va toujours buter au même problème. Ça veut dire qu'on ne va pas, en fait, on n'a jamais essayé de comprendre d'où vient la faiblesse même de la possibilité de construire un État de droit en Afrique. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas fait en Afrique. Ça se fait. On a des exemples où, quand même, depuis plusieurs années, des États essayent de construire l'État de droit progressivement. Et pour le faire, ils l'ont fait, je pense, en essayant de faire en sorte que l'État puisse se déployer au-delà des villes, au-delà des capitales. Le Ghana est un très bon exemple. Sur les 40 dernières années, ils ont fait des progrès remarquables en étendant la présence de l'État dans pratiquement tout le pays. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure du linéaire de route. Alors, au Ghana, il a augmenté de manière significative. Il est passé de 27 000 km en 1980 à plus de 78 000 km en 2020. Ces efforts ont permis d'améliorer les possibilités de transport, les possibilités de déplacement des citoyens et permis aussi à l'État de se déployer de manière un peu plus efficace. Le pays a aussi investi énormément dans le secteur de la santé, construit, rénové plus de 1000 centres de santé dans les zones rurales. On est passé à un taux de couverture sanitaire qui est d'environ 60% en 2020. Et ça, c'est énorme. Je parlais du Ghana. Je parlais du fait que ils ont amélioré la couverture sanitaire, par exemple. Tu vois. Ils sont passés à un taux de couverture sanitaire qui a atteint 60% en 2020. J'imagine on est en 2024. Il doit être supérieur à ça aujourd'hui. L'éducation, c'est pareil. C'est un axe majeur de développement. Et c'est aussi un facteur, normalement, qui permet à l'État d'être présent. Donc, au Ghana, on est passé à un taux de scolarisation qui a atteint 95% dans le primaire contre 70% dans les années 90 et beaucoup moins que ça dans les années 80 et dans les années 70. Mais surtout, ils ont fait des efforts énormes dans l'enregistrement à l'état civil. Donc, il y a aujourd'hui plus de 80% des naissances au Ghana sont enregistrées, contre moins de 50% il y a 20 ans. Et ça assure que tous les citoyens, y compris les citoyens qui vivent dans les zones les plus reculées, soient reconnus officiellement par l'État. Et donc, ils vont sentir qu'il y a un État. Un autre exemple, c'est la Tanzanie. La Tanzanie, c'est un exemple remarquable, à mon avis, de la construction de l'État des droits. L'État de droit à travers non seulement des réformes, mais surtout des investissements constants
dans la présence de l'État à l'échelle nationale. En 80, par exemple, à partir des années 80, la Tanzanie a entrepris des réformes politiques, surtout pour renforcer ses institutions et puis être présente pour que ces institutions soient présentes dans l'ensemble du pays. Sur le linéaire, moi j'aime bien l'exemple des routes parce que ça montre que l'État est là. On est passé quasiment en 40 ans d'environ 25 000 à plus de 86 000 kilomètres de linéaire. Pareil, dans le domaine de la santé, on a atteint une couverture sanitaire de plus de 65% dans les années 2000, par exemple. Le taux de scolarisation au niveau du primaire, c'est 97% en 2020. Pareil, les campagnes d'enregistrement à l'état civil ont été accrues et on est passé aujourd'hui à 75% contre 45% il y a à peine 20 ans. Le Kenya, c'est encore un autre exemple. Donc, je peux citer en fait tous les exemples des pays qui ont investi dans la présence de l'État au niveau du territoire. Et on construit l'État de droit justement en faisant en sorte que l'État puisse être présent auprès des citoyens et ne soit pas simplement un appareil fictif gardé dans les capitales, comme on le voit souvent dans les pays du, du Sahel. Donc pour moi, au-delà de la discussion autour du droit, parce que je ne suis pas juriste, je suis incapable de parler de droit, je ne suis absolument pas formé et je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Je constate simplement que partout où l'État a essayé d'être présent, eh bien, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont déployés justement pour que les droits soient garantis et protégés, pour réduire les abus de pouvoir, pour promouvoir la justice et l'égalité, pour renforcer surtout la gouvernance et la participation active des citoyens. On l'a vu récemment, par exemple, au Kenya. Et ça, c'est la conséquence, justement, ce qui s'est passé au Kenya, c'est la conséquence, justement, du fait que pendant les 40 dernières années, des efforts ont été déployés pour que l'État sorte des capitales et soit visible, justement, à travers ses actions. Et donc, ça amène les citoyens, d'une certaine manière, à se sentir aussi concernés et à s'impliquer. Et effectivement, euh, si les choses ne fonctionnent pas, ils sont capables donc de rappeler l'État à l'ordre. Je rappelais dans un space précédent que le Kenya, en Afrique subsaharienne, c'est l'un des pays qui a le taux qui a le taux de recouvrement, l'un des taux de recouvrement fiscal ou fiscaux les plus élevés. Donc, puisque l'État est présent partout, les citoyens donc contribuent, ils payent, ou ils sont forcés de payer, mais dans tous les cas, ils payent. Alors, il est impératif de considérer que, au-delà des dynamiques historiques et matérielles qui ont conduit à la constitution des États faibles, il y a quand même des possibilités. Mais je dois aussi dire, d'une certaine manière, que nos États sont faibles parce que les modes d'exploitation coloniale, post-coloniale, ont délibérément créé des structures étatiques qui sont fragiles, qui sont incapables de répondre aux besoins de nos citoyens. Nos États ont été conçus pour être exploitables, pour servir les intérêts des puissances coloniales d'abord, à l'époque, et puis des élites locales et des élites internationales aujourd'hui, et même des pays étrangers. Et donc, on va continuer, et ces États continuent à perpétuer un système d'exploitation, normalement, pas simplement des ressources naturelles, mais y compris aujourd'hui des ressources humaines de nos pays. Et donc cette réalité, je dirais historique et matérielle, explique en grande partie pourquoi la présence de l'État elle est souvent limitée aux grandes villes et pourquoi est-ce que les services publics essentiels vont parvenir difficilement à atteindre justement les mondes en dehors des capitales. Maintenant, si on s'inspire des exemples du Ghana, de la Tanzanie, du Kenya, il est clair que on peut construire l'État de droit en Afrique, on peut le faire, mais ça nécessite qu'on puisse le faire avec une approche qui est différente. Ce n'est pas simplement une approche juridique, parce que j'ai l'impression qu'on s'attarde souvent, malheureusement, sur une approche purement juridique. Moi, je conclurai en disant que les pays qui sont en ce moment en transition euh, nous offrent aussi une opportunité de réflexion.
pour pouvoir justement identifier les types de fondations dont nous avons besoin pour construire un avenir stable où l'état de droit va avoir légion. Et on doit accepter de se poser des questions compliquées. Comment garantir, par exemple, que ces réflexions que nous allons conduire pour susciter des réformes puissent être mises en œuvre et puissent bénéficier de manière effective à tout le monde et pas simplement aux élites urbaines. Quels sont les mécanismes euh, que nous devons inventer pour assurer une participation citoyenne qui soit réelle et qui soit effective dans les processus, par exemple, de construction de l'état de droit. Comment nous assurer que nos États puissent mobiliser aussi les ressources nécessaires pour étendre leur présence, justement, et les services publics sur l'ensemble du territoire. Quand on est un pays vaste, par exemple, le Tchad, 1 284 000 km², le Niger, plus d'1 120 ou 130 000 km², mais avec des pays qui sont extrêmement faibles sur le plan financier, extrêmement faibles sur le plan économique, extrêmement fragiles sur le plan social, sur le plan politique. Comment est-ce qu'on peut véritablement parler de la construction de l'état de droit dans ces contextes qui sont marqués aussi par les inégalités et puis des politiques économiques qui, malheureusement, sont prédatrices et vont continuer à produire des disparités qui ont aussi vocation à se perpétuer, malheureusement. Donc pour moi, la question centrale demeure, en fait, comment construire un état de droit qui soit réellement inclusif, qui soit capable de répondre à nos besoins, aux besoins de tous nos citoyens qui vivent dans les villes ou qui vivent dans les zones rurales les plus éloignées, dans un système économique mondial qui, malheureusement, en ce moment, et même un système économique africain qui, malheureusement, en ce moment, ne va pas permettre que nos États soient effectivement souverains. Donc, je n'ai pas de solution à mettre, mais j'ai beaucoup plus de questions et des interrogations, voilà, donc qui sont plutôt très concrètes. Merci beaucoup.